Les grosses bêtes de la faculté de droit du 26 avril 2025. Présenté par Cyril Nourissa avec aujourd'hui Jean-François Carlot, Hervé Croze, Robert Galetti, Mathias Murbach, Michel Thomas. Bonsoir à tous, 6e édition des grosses bêtes de la faculté de droit. Occasion de retrouver certains anciens de l'équipe par ordre alphabétique. Jean-François Carlot. Notre père à tous, Hervé Croze. Bravo. Notre hôte de ce soir, le président bâtonnier, je ne sais pas ce qui lui manque, Robert Galetti. Bravo. Et un autre président Michel Thomas du tribunal de commerce de Lyon. Bravo. Et puis un petit jeune, enfin petit, je ne sais pas, jeune certainement pas, un petit jeune, Mathias Murbach, dont le CV est à peu près aussi long que son bras, c'est-à-dire auteur de polar, un petit peu, n'est-ce pas Mathias? Tout à fait. Accessoirement ancien commissaire de police. Capitaine de police. Capitaine de police, on nous expliquera la différence entre un commissaire et un capitaine. Ça pourrait être une des questions. Une question, on la retient. Et maître de conférence associé à la faculté de droit de Lyon, donc quelqu'un de parfaitement polyvalent qui nous manquait, mais je l'ai dit déjà, magistrat. Il lui manque plus que la basoche. C'est-à-dire. Mais ça, c'est pour sa fin de carrière. Oui, avocat, mon ami. Et là, ça serait un vrai couronnement. J'ai eu la chance de plaider en tant qu'avocat dans le cadre de la formation de magistrat. On fait un stage avocat. J'avais même Maître Sauvert avec moi, qui m'a dit que j'avais très bien plaidé. Il ne pouvait pas dire le contraire. Oui, alors c'est vrai que c'est un homme charmant. Il m'aurait dit, vous êtes bien con, c'est nul ce que vous avez fait. Mais il n'empêche que c'était fort sympathique pour une première plaidoirie. Et il adore ce que tu es en train de faire en plus. Oui, mais alors ça, en termes d'image, la radio, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Donc une équipe qui va être là et il faut le signaler, aussi un petit nouveau au soutien technique sans lequel bien sûr rien ne fonctionnerait. C'est Frédéric Figeon-Gage, alors que je ne fasse pas d'erreur, qui est au PAPN, à ne pas confondre avec une autre structure, mais ça il n'y a que l'université française pour inventer des structures absolument improbables. En tout cas, merci à Frédéric parce que sans lui, l'émission ne pourrait pas fonctionner. Alors, première question, une question qui sera l'occasion d'un petit hommage des uns et des autres, peut-être. Première question, comment Jean-Louis Debré a-t-il pu devenir magistrat alors qu'il n'avait pas réussi son baccalauréat? Question qui est posée par Monsieur Bouchoir de Cholet. Il n'avait pas un doctorat? Il avait 8 ans d'activité professionnelle comme juriste en entreprise. Il n'a pas fait une thèse sur la Constitution. Il n'était pas juge d'instruction. Mais il a été juge d'instruction. Comme il est en tant que magistrat. Comment a-t-il pu entrer dans la magistrature alors qu'il n'a jamais eu son baccalauréat? Honorablement. Oui, il est rentré dans la magistrature honorablement. Oui, mais parce qu'honorablement fait partie du Capacitaire en droit. C'est-à-dire, parce que je suis... Il a eu une capacité en droit qui lui a permis d'intégrer la première ou la deuxième année de fac il y a 70 ans. Ça marchera comme ça. Comme ce soir, nous avons la chance d'avoir un public qui est composé bien sûr d'éminents avocats, mais aussi de jeunes étudiants. Les étudiants sachent ce que c'est qu'une capacité en droit, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'universités qui aujourd'hui offrent encore la capacité en droit. Je regrette que, par exemple, à Lyon, il n'y ait plus de système capacitaire en droit. Non, il y en a à Lyon 2, malheureusement. Ah bon? Ça, je te laisse totalement responsable de tes propos. Non, mais Lyon 3 a abandonné la capacité en droit parce que Lyon 2 la faisait. Alors, c'est quoi la capacité en droit? Philippe Bouvard, c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Et ça n'est pas fait. T'as fait ça au pire? Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Oui. Mais donc, c'est quoi la capacité en droit? Quoi cette idée? C'était 2 ans. L'équivalence, sans avoir de baccalauréat. Voilà, il n'y avait pas le bac, c'était 2 années de formation. 2 années de formation, donc en première année de droit, ou même se mettait très bon directement en deuxième année. Et à mon époque, il se disait que le professeur Varina était passé par cette formation-là. Et je me demande, je lui demande si ce n'est pas le cas aussi de Roger Perrault.
Je crois que c'est aussi le cas de Roger Perrault, qui a été un grand spécialiste de la procédure civile, qu'Hervé Croze et moi, on a bien connu, enfin surtout Hervé, parce qu'il est un tout petit peu plus âgé, mais pas beaucoup que moi. Et je crois qu'effectivement, Roger Perrault, André Varinard, qu'on salue, qui a été un de nos sociétaires il y a pas très longtemps. Et André Varinard était aussi passé par la capacité en droit, ce qui est peut-être le symbole que la faculté de droit peut être un élément d'ascenseur. C'est la minute sérieuse. On a un confrère qui fait de la saisie immobilière, qui est dans Boiteuve. Je peux vous rapporter une anecdote à propos de Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, qui écoute Noël Mamère, député, en train de faire des grandes péroraisons sur le quinquennat, pas le quinquennat, et à la fin de l'intervention de Noël Mamère, Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée, dit « Je tiens à vous dire, mes chers collègues, que je préfère de beaucoup la Constitution rédigée par mon père à celle voulue par ma mère. » On veut bien, bravo. Merci cette anecdote. Et c'est vrai que chacun sait que Jean-Louis Debré avait énormément d'humour. Un sens de l'humour, peut-être parce qu'il venait de la capacité en droit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'adagés, qu'il y ait beaucoup d'humour, mais ça, c'est une autre observation. Il était quelqu'un de tout à fait remarquable. Je peux témoigner pour l'avoir rencontré, notamment dans le cadre de la remise des prix qui avait été créé par le Conseil constitutionnel. Il en est à l'origine. Et c'était un personnage qui, en plus, accueillait au Conseil constitutionnel à l'époque où il le présidait de manière absolument remarquable. C'était un vrai bonheur. Et il faisait des imitations remarquables. Le nouveau président du Conseil constitutionnel peut être remarquable. Fera la même chose. Il est certainement remarquable. Je crois qu'il est très investi en matière immobilière, mais c'est un autre sujet. Il faisait des super imitations des joutes entre Giscard d'Estaing et Jacques Chirac lors des réunions. C'est vrai. Mais alors, moi, je n'ai pas compris. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc, il avait une capacité en droit. Et avec sa capacité en droit, il a intégré directement la magistrature. Non, la première année de droit. D'accord, ok. Il a intégré, il a effectivement fait une thèse, mais il a fait une thèse de droit constitutionnel. Ouais, tout à fait. Et comme on ne fait rien avec une thèse, en dehors éventuellement de devenir professeur d'université, il ne sert pas forcément à grand-chose. Il a bénéficié à l'époque, j'imagine, qu'il y avait une sorte de passerelle. Je ne sais pas si elle existe encore. Eh bien non, elle a été supprimée et c'est bien dommage. Parce qu'en effet, du coup, que fait-on avec un doctorat et quel est l'intérêt aujourd'hui de faire un doctorat, si ce n'est de devenir enseignant, ce qui n'est pas rien. Mais ce qui n'est pas d'une passerelle pour aller à l'école des avocats. Mais c'est aussi soigner les malades quand même. Hein. Si on est docteur, on soigne les malades. Oui. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on soigne les maladies du droit en tant que docteur? Ça pourrait être. Et je ne suis pas sûr qu'on n'ajoute pas aux maladies quand on est docteur. Un autre. Oui, déjà on écrit, alors forcément. Déjà on écrit en tant que tel. Mais Jean-Louis Debré, il a eu une certaine chance, c'est qu'il est tombé au moment où la QPC est apparue, ce qui fait que ça a boosté le Conseil constitutionnel d'une manière spectaculaire. Oui, il disait que son expérience de magistrat, parce qu'il avait effectivement siégé, il était... je crois qu'il a été juge d'instruction. Il a peut-être été juge d'application des peines, je ne sais pas. Il expliquait que son expérience de magistrat lui avait permis, par exemple, de comprendre la nécessité de créer une véritable salle d'audience au Conseil constitutionnel pour les QPC, ce qui n'existait pas auparavant. Et certains d'entre vous y sont allés, il y a une véritable salle d'audience. Il a été ministre de l'Intérieur. Tu parlais de son accueil tout à fait chaleureux au Conseil constitutionnel. Je peux en parler, parce que pour les 10 ans de la QPC, ça devait être 2015. Oui. Ça peut être une question. Oui, on ne veut pas, visiblement. Il avait invité tous les bâtonniers de France, ce qui fait qu'on a été un certain nombre à y aller, et c'était très drôle parce que il a laissé tomber Giscard et Chirac, et peut-être qu'il y a 10 ans, est-ce qu'il y avait l'ancien Premier ministre socialiste, Jospin, je ne sais plus, pour faire visiter à 7 ou 8, j'ai les photos que je viens de montrer à Mathias, pour faire visiter tout le Conseil. Il nous a fait visiter pendant une heure. Il a laissé tout le monde. Donc, accueil chaleureux, personne très chaleureux. Il ne devait pas être très facile, parce que la façon dont présidaient les audiences avec les confrères, il ne devait pas être facile du tout, puisqu'il nous a dit, ben voilà, vous voyez la salle, elle est magnifique, mais vos confrères disposent de quelques minutes pour s'expliquer, et après, rapidement, je leur dis qu'on va passer à autre chose. Bon, c'était moins drôle. La première QPC a été faite par un confrère lyonnais. Pas la première, pas la première. La première, par Véronique Paulin du Val-de-Saunion, sur la garde à vue. sur la présence de la garde à vue. Ah oui.
La présence de l'avocat en garde à vue. C'est moi, je me rappelle pas. Tu peux te une fois que, les juristes sont extrêmement bien formés à Lyon, particulièrement à Lyon 3, et les meilleurs avocats de France sont des barreaux lyonnais. Ça, on le savait. Petit moment de satisfaction locale et de primauté. Donc, en tout cas, belle réponse et bonne réponse du bâtonnier président Robert Gallier. Alors, je rebondis, Monsieur le Président, sur ce que nous disait le président bâtonnier. Ça ferait une belle question de savoir devant quelle juridiction il est possible de contraindre le temps de plaidoirie des avocats. C'est le pénaliste qui parle. Ça, c'est une question marginale, mais je pense que c'est le... Alors, au tribunal de commerce, ça se pratique couramment. C'est-à-dire les juridictions européennes, sûrement. Juridiction européenne, c'est clair. On est 15 minutes à la Cour de justice. C'est-à-dire qu'on ne leur donne plus la parole, on leur pose des questions. Et ils savent répondre. Et on ne leur demande pas de raconter leur vie. Monsieur le Président, c'est scandaleux. C'est une atteinte au droit de la défense. Alors ça, qui est D'ailleurs, le Marot... envisageable devant les juridictions françaises et au pénal. Aux juridictions civiles, c'est possible, parce que quand le président s'estime suffisamment informé, il peut clôturer les débats. Mais au pénal en France, c'est inenvisageable. Et pour autant, devant les plus hautes instances, celles quelque part qui ont le plus de temps pour analyser les dossiers, Conseil constitutionnel, Cour de justice de l'Union européenne, des droits de l'homme, c'est quelque chose qui est pratiqué et qui ne fait pas un pli. Mais oui. Non, mais au pénal, moi, je trouve que c'est complètement normal que l'avocat puisse dégoiser tout ce qu'il veut. Ah oui. Ça n'a... Bon, tant pis pour le magistrat, parce que, a priori, même dans des affaires récentes, là, il y a des confrères qui se sont... Enfin, des confrères parisiens, donc on s'en fout. Et qui se sont répandus pendant des heures. Voilà. Si au pénal, c'est normal, je ne le conteste pas. Célèbre de Maître Fleuriot, à qui le président d'audience dit « Soyez bref, maître », l'autre il dit « Toi, bon juge, lui, innocent, toi, acquitté ». Ça a le mérite une vraie grande clarté. Donc, belle réponse de Robert Galetti. Deuxième question. En droit, quelle est la différence entre un omnibus et un magicobus? Et un abribus? Quelle différence entre un omnibus et un magicobus? Le magicobus, J'ai vu passer une note il n'y a pas longtemps. Là. Oui, c'est vrai, il a raison. C'est d'un Premier aspect, bonne réponse, effectivement. Mais en droit, alors, c'est Harry Potter, c'est pas véritablement du droit, en tout cas. Il y a quelqu'un qui a fait un ouvrage sur le droit dans Harry Potter ou Oui, tout à fait. Oui, un éminent collègue qui a fait un ouvrage sur le droit dans Harry Potter, ce qui prouve qu'il a beaucoup de temps à consacrer. Jalouse. Non, pas jaloux, personne n'a lu l'ouvrage. Bah oui, ça. Mais comme tous les ouvrages. Tu crois qu'on nous lit le guide de procédure civique? On boit un coup de bureau. Mathias Murbach et Hervé Croze, que vous trouvez tous dans les bonnes librairies publiques chez Henrik B. Publicité gratuite. Mais comme Harry Potter dans le droit, c'est aussi Henrik B, je crois. Oui, c'est Henrik B. C'est Henrik B aussi qui l'a publié, donc c'est vraiment Alors, pour revenir à notre question, c'est quoi omnibus? C'est quoi magicobus? Omnibus, c'est un train déjà. Oui. Est-ce qu'en droit, c'est un train? C'est pas une personnalité dans les pays d'Europe du Nord. Non, ça c'est l'ombudsman. L'ombudsman, c'est un petit peu différent. Non, la véritable omnibus, hormis la démonstration qu'il y a quelques juristes qui font encore un tout petit peu de latin, et pas d'anglais. C'est quoi un omnibus? Ça s'arrête partout. Où est-ce qu'on trouve de l'omnibus? Ça, je sais qu'Hervé Croze va hurler. Pourquoi je vais hurler? Parce que quand on va savoir où on trouve l'omnibus... c'est le droit européen! Voilà. Où est-ce qu'on trouve... Ce qui me fait hurler, c'est le droit européen. Qu'est-ce que c'est qu'une directive omnibus? Un règlement omnibus? Un règlement qui ne sert à rien, mais ça, c'est un pléonasme. Ça, c'est un pléonasme, certainement. Pourquoi ça fait bip? Un règlement qui Comme j'ai s'applique par ma montre, il me demande si j'ai fait une mauvaise chute. Il s'applique partout, non. Qu'est-ce qui caractérise dans la vraie vie les omnibus? Il s'arrête partout à chaque. Il s'arrête partout. Ouais. Et le magicobus, dans Harry Potter, il s'arrête sur demande. Le magicobus, lui, il intervient pour les sorciers en détresse. J'aime beaucoup la référence à la Non, t'as rien demandé, toi. Non, je n'ai pas fait. Les pompiers vont arriver. Hein. Oui, quel est le rapport avec le droit? Avec le droit. C'est toute la question, Il y en a un. mon cher
Parce que la police. Alors en fait, là, on a la montre d'Hervé que ses enfants lui ont offert pour pouvoir le laisser encore seul à domicile avant de le mettre à l'EHPAD, qui se déclenche toute seule quand il tape sur la table. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça, il ne faut pas que je tape sur la table. Tu crois que... D'habitude, ça se met. Servez-vous les le bracelet. Non, mais. Oui, mais... Alors chez moi, ça se met au pied. Chez Mathieu, Notre ami technicien, il ne va pas un bracelet si tu tapes sur la table. Ouais. Qui ça? Le technicien. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais ça fait rien, il fera le coup pour montage. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, on est en direct, mais on coupe en montage. C'est bien connu, comme disait quelqu'un. Ouais. Donc on revient à notre question. Donc il y avait l'histoire de détresse. Pardon? La détresse avait été retenue. Oui, une situation de détresse. C'est un truc poubelle, quoi. J'aime assez l'idée de la poubelle. Tu mets ce que tu sais pas où mettre ailleurs, quoi. Un peu, oui. C'est pas un cavalier. Ah, c'est un peu. Non, c'est pas un cavalier législatif. Bien. Non, c'est pas législatif. Et le Magicobus, ça n'a rien à foutre là-dedans. Enfin, c'est à aucun rapport. Si, le Magicobus, ça a à voir. Parce que, effectivement. Il faut connaître la procédure civile. Mathias il faut un peu connaître la procédure civile. Et Mathias a peut-être mis le doigt là où ça fait du bien. Oh non, attention, monsieur le recteur. Franchement, on coupera au montage. C'est du droit européen. Non, alors, le premier, je vous le confesse, c'est effectivement du droit européen. L'omnibus, c'est européen. Ah, mais c'est pas une circulaire de la DACS, Magicobus. Si, j'ai lu un truc comme ça. Moi, j'ai lu un truc aussi, mais... Je suis quand même assez navré de voir que pour un magistrat, le droit se résume à des circulaires. Il y a peut-être autre chose. C'est quand même pas un texte supérieur à une circulaire, Magicobus. Ce sont les chics qui sont circulaires. C'est un texte supérieur à une circulaire, mon cher. Mais qui vient en effet de la DACS. Qui vient en effet de la DACS. Mais non, mais bien sûr que si. Ah non, mais je ne sais plus, on est dans le même Magicobus. On a basculé sur le Magicobus. Directive Magicobus? Non. Non, c'est circulaire. Non, on a dit que c'était au-dessus de la circulaire. Au-dessus de la circulaire. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la circulaire, Mario? Merde, la hiérarchie des normes. Oh là là! 3e année ou 4e année? La Constitution. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'une circulaire? Arrêtez le décret, on n'apprend rien à la fête. Arrêtez, décret. Un décret. Ah, Qu'est-ce qu'il y a dans un décret? Quel type de décret pour la DACS? Sur l'organisation de la juridiction. Texte de procédure. Et donc, le décret Magicobus, c'est quoi? On va demander à Hervé. C'est un décret de procédure. Je ne suis pas censé connaître les réponses aux questions, hein, je rappelle. Oui, mais là, je viens de donner un élément de la réponse. Non, ça, c'est une. Mais je me demande d'ailleurs, après, on en parlera, s'il n'y a pas un point commun avec l'omnibus. Il y a un point commun. Parce que c'est en gros le truc poubelle, quoi. Le Magicobus, il ramasse tout ce qui traîne. Et alors, il est prévu d'en faire, je crois, 2 par an. Exact. Et il y en a eu un premier qui a corrigé un certain nombre de choses. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Par exemple, sur l'ARA, par exemple, sur toutes les. Oui, je ne sais même pas si c'est dans le Magicobus. C'est autre chose. Sur les fins de non-recevoir, sur des machins comme ça. Bon. Non, mais ça prouve, oui, sur les fins de non-recevoir, ça prouve une chose, c'est que, comme je l'ai écrit partout, maintenant, le code de procédure civile, c'est comme un programme d'informatique. C'est-à-dire, il y a des nouvelles versions. Et on corrige les bugs, et on... Ah oui, il ne faut pas taper là, pardon. Il n'y a pas un matelas. Oh, tu peux taper sur la DACS, c'est pas grave. Non, mais c'est la DACS, elle a expliqué les circulaires, mais je pense que c'est eux qui ont rédigé aussi, bien entendu. Et donc, en fait, ça consiste globalement à dire, là, on s'est trompé, on corrige. Là, il faut quand même être gentil, les praticiens nous ont dit, c'est pas bien, donc on corrige. Et donc, il faut toujours avoir ça, la version 1.0, 1.1 du code de procédure. Et donc, ça vient d'où? Ça vient effectivement d'Harry Potter. Et non, le fameux bus du Magicobus dans Harry Potter, où effectivement, on peut monter pour faire quelque chose. Et c'est un peu l'idée. Moi, j'ai jamais pu lire Harry Potter. Moi, je ne sais pas lire, donc j'ai regardé le film. Mais ça s'est déplié dans le film? Ah oui, le film, on le voit, le Magicobus, il est beau, c'est un double deck, il a tout ce qu'on aime. Et en fait, on monte dedans pour obtenir ce que l'on veut. Et c'est un petit peu ça qu'a fait la direction des affaires civiles. C'est-à-dire, je fais rentrer toute une série de choses éparses. Que la chancellerie, améliorée, s'abaisse à nommer, parce qu'ils l'ont effectivement nommé comme ça dans une circulaire, un décret Magicobus, au tempora, au mores, permettez-moi de le dire. Mais alors ça veut dire quoi en anglais? D'autres temps, d'autres mœurs. C'est ça. Oh, très bien, mais en bâche. Ah, mais il connaît bien l'anglais. 31 décembre, hein. Loi portant diverses dispositions d'ordre social ou d'ordre ceci ou Oui, c'était, mais c'est des lois, ça, au moins.
Oui, non, là, c'est vraiment l'idée. Là, c'est la chancellerie qui fait le ménage. C'est une technique, j'allais dire, alors, législation ne permet pas le bon, puisqu'on est dans la partie réglementaire, mais c'est une technique qui, effectivement, a été clairement assumée de dire on fera 1-2 fois par an, en fonction des besoins, On se trompe. un espèce de texte qui va, ou alors corriger. Pense à un sujet qui intéresse beaucoup les voies d'exécution actuellement et qui est la compétence du GEX. Par exemple. Alors, il y a un avis, il y a un arrêt qui est rendu, il y a quelque chose qui dit le contraire il y a Maxime Barba qui écrit des choses bizarres dans le code de... On dit pas du mal des gens. Oui, on dit pas du mal, c'est vrai, on a dit. Les gens, mais je l'aime bien. Voilà, les choses sont écrites et donc on va essayer d'améliorer au fur et à mesure et ce que les praticiens aussi font comme retour sur les textes. Alors, c'est quoi la différence avec effectivement l'instrument européen qui est l'instrument omnibus? Ça, c'est quoi l'omnibus? Je n'y connais rien, je n'en parle pas. Bah, l'omnibus, c'est une approche un tout petit peu différente. Ça consiste à dire sur un sujet, j'ai une série de règlements européens. J'ai des règlements européens qui ont été adoptés. Ils ont des heures. Et je décide, de toute façon Hervé n'écoute pas, mais ça ne l'intéresse pas, je décide à un instant T de consolider tous ces textes dans une directive omnibus, dans un règlement omnibus. C'est-à-dire, plutôt que de devoir mettre en œuvre 2-3 textes épars, je les réunis et j'en fais un document complet. C'est une synthèse ChatGPT. C'est un peu une synthèse ChatGPT. C'est pas du tout d'ailleurs impossible que la Commission européenne travaille avec ChatGPT. Alors je ne sais pas s'ils travaillent avec ChatGPT parce qu'ils ne sont pas forcément... Ta main? Non, ils travaillent avec quelque chose qui marche moins bien. Ils travaillent avec quelque chose qui peut-être marche moins bien, effectivement. Et c'est tout l'aime. Alors, ça veut dire en réalité... On a la réponse. Tu peux reposer la question. Oui, je repose Et tu rappelles qui a reposé la question? Ah oui, j'avais oublié. La question a été de Madame Zetoffret, dont le prénom est Mélanie Zetoffret, bien sûr. Tout le monde la connaissait, grande amie d'Hervé Croze. Mélanie, elle était référence. Il y en a un qui vient de comprendre. C'est bien, c'est bien. Fort utile l'été. Fort utile. Peut-être que là, l'omnibus ou le magicobus pourrait servir aussi. Et donc, différence entre omnibus et magicobus, c'est la nouvelle manière de légiférer. Ouais, en tout cas, c'est un nouveau mot dans le vocabulaire juridique, on est bien d'accord. Est-ce que je peux me permettre une remarque de fond? Ah, mais... Alors, premièrement... Parce qu'on va creuser. Premièrement, au temps où j'étais étudiant, c'était avant ou après la guerre. Mais ça dépend de quelle guerre on parle. On nous apprenait, c'était la base dans l'introduction au droit, la loi est permanente. Autrement dit, elle ne change pas. Et que disait, je ne sais pas si c'est Portalis, Montesquieu, je ne sais pas, il ne faut toucher à la loi que d'une main tremblante. Montesquieu, avec des mains tremblantes. Voilà. Portalis. Et maintenant qu'on nous fout la merde, pardon. Bon, j'arrête, parce que j'ai trop bu. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais c'est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux. En même temps, je comprends parce que tout ce qui est réglementaire, c'est fait justement pour réglementer. C'est-à-dire pour programmer les actions des gens. Et donc, quand on fait des programmes informatiques, il y a toujours des bugs, on corrige les bugs. Et puis, je me mets à la place des gens qui rédigent à la chancellerie, pour lesquels j'ai la plus haute estime parce qu'ils ont un sale boulot. C'est-à-dire que c'est impossible à rédiger, quoi. Ceux qui ont déjà essayé, ce qui est mon cas, j'aime bien me vanter de temps en temps, de rédiger des contrats, par exemple. Quand vous rédigez un contrat, le problème, c'est de prévoir tout ce qui va se passer. C'est d'être un peu législateur. C'est vachement dur. C'est un exercice très, très difficile, sauf si on recopie ou si on fait appel à ChatGPT. Là, c'est pareil. Imaginez que je sois ministre de la Justice. Moi, je pense que si j'étais ministre de la Justice, je rédigerais les textes moi-même. Et il n'y a que ça qui m'amuse. Ça serait une catastrophe. Bon, allez. Je dois te dire un truc. Dis-moi un truc. Magistrat, j'ai souvent eu des contrats formels rédigés. J'imagine. Mais ça fait la fortune des avocats. Il faut tout prévoir. Alors, c'est une excellente question, mais il est bien, ce garçon. Comment il s'appelle? Ah ben non. Il n'est pas bâtonnier président pour rien. C'est tout le problème de la rédaction de la loi. C'est-à-dire que la loi ne doit pas rentrer dans trop de détails. Et maintenant, on rentre dans des détails, surtout en droit européen. Surtout en droit européen. La taille de la tranche de saucisson. Enfin, D'accord, resservez un peu de saucisson parce qu'il commence à faire faim. Donc, question sans réponse. Donc, c'est 100 € pour Madame Zetoffret que chacun connaît bien. Question, alors là, la question, je demanderai à l'intéressé qui l'a posée de bien évidemment pas répondre. C'est qui c'est? Oui, la question est posée par Michel Thomas. Alors, il ne répond pas à la question de moi. Qu'appelle-t-on la roue de secours du juge lorsque celui-ci est amené à rédiger la motivation de son jugement?
Qu'appelle-t-on la roue de secours du juge? Je ne sais pas, mais ça m'intéresse. L'aide à la rédaction de la motivation. C'est la loi Badinter, c'est les accidents La loi d'automobile. C'est les accidents d'automobile. Oui, absolument. Ça doit être ça. Ouais. Non. Enfin, c'est lui qui dit. La roue de secours du juge quand il a pas Ça envie t'est de pété. motiver. J'allais dire ça. Non, mais ça, c'est dans ce cas-là, ça serait une roue de Tesla. L'assistant de justice, oui, c'est. Oui, l'assistant de justice, c'est pas mal, effectivement, comme idée de roue de secours. C'est pas forcément la belle qualification. Donc, je reviens à ma Je question. rappelle qu'il s'agit de la motivation. Voilà, la motivation de la décision de justice. D'où ta sortie? De son Que extérieur. j'enseignais aux nouveaux juges comme j'étais en charge de la formation des nouveaux juges du tribunal. Est-ce qu'on peut avoir un indice? On paye. Mon indice, L'appréciation c'est le souveraine. code civil. Ouh, bah, C'est le code. Mon indice, c'est le code civil. c'est un sacré indice. Hein. Code civil. Je La sais souveraine pas, appréciation. ça relève de la rédaction de la période de Portalis, mais c'est pas impossible que cette disposition n'ait jamais été. Non, mais il a changé de numéro. Il a changé de numéro. C'était l'article 1382, parce que moi, il ne faut pas Changer de numéro, déjà, c'est un indice. C'est un article, c'est un indice, ça. Donc, c'est dans les contrats, alors. Dans la réforme, Ah, c'est dans les contrats. Ouais. c'est dans le droit des contrats. Ouais. Parce qu'il nous a dit que les contrats et publics nous dit quoi? Il dit On va quoi, faire oui. appel à, c'est quoi, le 50-50, c'est ça? Ouais. C'est pas cette émission, c'est une autre. Non, non, oui, on est une émission sérieuse. Nous, on est une émission sérieuse. Sous vos applaudissements. Et est-ce qu'on peut dire quelquefois que s'il n'a pas de roue de secours, le juge se dégonfle? C'est idiot? Bon, je retiens. Bravo, bravo, bravo. Ah, celle-là, elle est Très bien. très bienvenue. Donc, c'est pas une question de chambre, c'est pas une question. De gonflage. Question de se crever à la tâche. Ouais, des questions de crever à la tâche. Pardon, je vous vois, monsieur le Bouvard ou le recteur, comme vous voulez. Si vous nous donniez, et c'est un article du code, Oui. vous pouvez nous donner le numéro, parce que, 1353. ouh là, c'est les intérêts de retard, ça. L'ancien 1315. Ah, 1315, la preuve, alors. Cher de la preuve. Observation intéressante, ça touche à la preuve. 1353 actuellement. 1353. Moi, je suis né en 1953. Non, ce serait 1953 comme certains. Et pour Donc, ça au niveau de la que- preuve, c'est-à-dire, on considère qu'il n'y a pas de preuve. Oui, celui qui réclame qu'il doit apporter la preuve. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire, Celui qui prétend qu'il il a été libéré de l'occupation, qui doit apporter la preuve. doit le prouver aussi. Et la route, La route secours. Qu'on le dise. Oui, voilà. Donc, c'est Michel. La route secours du juge, ça consiste à rédiger un jugement en disant à la partie qui succombe en disant vous avez peut-être raison, mais comme vous ne le prouvez pas, je vous condamne. Enfin, je vous condamne. Je vous déboute. Je vous déboute. Et les gens sortent en Oui, disant ça- c'est dégoûtant. Et ça, C'est débutant. quand on rédige une motivation, eh ben, c'est vachement pratique. Il ne faut pas dire ça, il y a du public. Ah oui, il n'y a pas de preuve. Je partage l'avis. En tant que juge civiliste, en effet, la première question qu'on se pose, c'est ce qu'on me démontre, ce qu'on me dit. Exactement. Et on peut me dire beaucoup de choses, mais si on ne me les démontre pas, eh bien... Absolument. Vous C'est ne pas prouvez une preuve, pas, mais- donc je ne peux pas vous donner. Parce que ce soit un fait constant. Article 9 du Code de procédure civile. Alors, Oui, moi- de procédure civile. Moi qui suis une intelligence artificielle à moi tout seul, Une intelligence naturelle, toi. Naturel. Oui. non, bêtise naturelle, mais et intelligence artificielle, je peux vous dire que si vous examinez tous les arrêts de la Cour de cassation, parce que moi je regarde que ça, je n'ai pas le temps de regarder le reste, vous apercevez que très souvent dans la motivation des juges font telle qu'elle est reprise par la Cour de cassation, il y a la fameuse phrase « ne rapporte pas la preuve de Eh oui. Oui, c'est vrai. oui. Ah, mais il y a une proportion, quasiment, je dirais, un dossier sur 3, un dossier sur 4 au civil qui est débouté sur des problèmes de preuve. Et alors, pour le juge qui apprend son métier de juge, c'est ce que je faisais quand je faisais la formation des nouveaux magistrats consulaires, je leur disais, mais n'oubliez jamais ça. Si vous n'avez pas la preuve, vous ne pouvez pas prendre position pour l'un ou pour l'autre. Il vous faut une preuve. S'il n'y a pas de preuve,
Sachant que le juge est souverain dans l'appréciation de la C'est preuve. complexe de savoir, mais à qui incombe le tour de rapporter la preuve? Où est-ce que j'en suis? Et maintenant, c'est à qui de me démontrer cette charge de la preuve qui est une deuxième question. C'est 1315. Comme je dis en anglais, qui a met priori, en probation. Et en droit administratif, c'est un peu différent. Moi, j'appelle ça la route de secours du juge. Pour une mise en scène requis la Ce n'est pas contesté, c'est considéré comme. Oui, mais c'est du droit administratif et le mot droit là-dedans est un peu embêtant. Mais il laisserait à Hervé Croze le soin de ses propres. non, mais C'est une réflexion très intéressante. même les administrativistes distingués le reconnaissent. On sait qu'il y a des droits qui sont des droits du déséquilibre. Bon, par exemple, en matière. Non, quand on parle du déséquilibre, si on pense qu'il y a une part faible et une part forte. Bon, et je pense que quelque part, devant le Conseil des prud'hommes, ou enfin, dans le droit du travail, on pense, C'est clair. ce qui me paraît assez normal, que le salarié est une partie faible. En droit des assurances aussi. Probablement. En droit de la, d'une manière générale, en droit de la consommation, etc. Bon. Et en droit administratif, on considère que le requérant est un enquiquineur Non, mais moi je reste au. qui entrave l'action administrative. D'où l'idée que, bon, d'accord, vous avez une action, mais quand même. Voilà. Eh bien, merci à Michel Thomas de cette question qui a Ouais. un développement ô combien prestigieux. Ça fait un fait de la pratique, mais c'est pratique. Pour Michel Thomas, ce qui permettra d'alimenter Alors, la cagnotte. C'est du vécu. non, mais ce fameux 1315, pour répondre à la question de la charge de la preuve, l'alinéa dit celui qui réclame doit prouver et celui qui se prétend libéré Eh oui. doit rapporter la preuve. Le problème, c'est un jeu de miroir. Oui, mais justement, il est intéressant. On aura, c'est bien, ça devient difficile après parce Ouais. qu'effectivement, il faut se prononcer sur qui repose la charge de la preuve. Mhm. Alors, il y a la preuve du fait et la preuve du contrat. D'où il ne faut peut-être pas se constituer lorsque tu sais que ton adversaire ne pourra pas rapporter la preuve parce qu'on ne va pas te demander de prouver le contraire. Oui, mais enfin, bon, c'est toujours un danger. Hein. Laisse-les parler. Tout le monde ne connaît pas la roue de secours. Ça se discute, ça. Oui, ça se discute. Enfin, c'est Question suivante. Alors, on a dit quel droit administratif. Donc, c'est une question de M. Matchamp de 7. Anthony Matchamp de 7. Un bien connu, une belle vie quand il habitait à Wimbledon. Donc, en matière administrative, justement, Didier. un magistrat qui est membre de la formation collégiale de jugement, ayant statué sur la légalité d'une décision administrative, peut-il ensuite siéger dans l'affaire indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute du service public ou de la puissance publique, en raison des décisions. Plus l'idée. L'application du principe d'impartialité à la juridiction administrative. En 2 parties et 2 sous-parties. Vous avez 2 heures. Oui. Mais encore. Si on part de ce qu'on a dit précédemment, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc, Ouais, moi je dirais oui. Mais... Oui, mais quoi? C'est-à-dire Oui, mais. il peut. Mais est-ce qu'il peut siéger ou est-ce qu'il ne peut pas siéger? Oui, il peut siéger. Est-ce qu'on a des précédents, par exemple, dans d'autres domaines, en matière civile? Est-ce qu'il y a une vraie spécificité de la juridiction administrative en la C'est une bonne matière? question en matière civile. En Ouais. matière civile, on sait ce qu'il en est. Imaginez une procédure de référé-provision. Est-ce que le juge du référé-provision peut siéger ensuite dans la juridiction? Il de n'y a pas jugement? moins La technique réponse- comme question, on appelle ça. La réponse est carrément non. Ouais. Ah oui. Est-ce que Ça fait ici, bien. un juge administratif, magistrat de l'ordre administratif, peut siéger dans le contentieux de la légalité et ensuite dans le contentieux indemnitaire? Moi, je dirais Oui que ou oui, non, parce pourquoi? que. Vous avez effectivement 15 minutes. 15 C'est minutes. pas 15 minutes. Ouais, non, il ne faut pas exagérer, on n'a pas le temps. Moi, j'ai tendance à dire non par principe. Mais Oui, mais c'est parce que Ouais, mais dans le libéral. moi, je me demande s'il y a vraiment un conflit d'intérêts, enfin, s'il y a un conflit entre les deux solutions. À partir du moment où on a dit oui ou non sur un problème de légalité, si c'est un problème de responsabilité préjuges. derrière. Non, mais tu préjuges. Non, puisque le premier point est acquis. On ne préjuge rien. Pas à moi. Hein. Le premier point est acquis. déjà, ce premier Non, point il est acquis précis. pas. Non, enfin. Bon. Puis connaissant, effectivement. Bon, qu'est-ce qu'il y a à manger là, après? Parce qu'il y a du pain. Tiens, moi, je mange. C'est mon pain à moi, c'est le cas. C'est qui fait dire que comme on est extraordinaire que la juridiction administrative ne finit que d'intérêt. Oui, mais parce que tu statues sur la même chose, au fond. Mais là, c'est pas la même chose.
Là, c'est les égalités. Et après, c'est un problème avec des poils. c'est le fond après. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que j'ai tendance à dire. C'est intéressant. On peut poser la même question avec la procédure civile, avec les césures du procès. On arrive au même, la même situation. Non, parce que c'est pas le même juge. Dans les deux, c'est pas le même juge nécessairement. Ah bah non, oui, dans la césure, c'est un autre juge. Hein. Enfin, pas la césure. Non, une bêtise, la césure, c'est pas là. Vous aider, le Conseil d'État a tranché la question. Ah bah alors. Récemment. Oui, 5 février 2025. En plus. Ah oui, donc pourquoi tu me poses des questions si tu as la réponse? Ah bah, mais ça c'est le principe, on pose toujours les questions dont on a la réponse. Sinon, on ne pose surtout pas la question. Moi, je voudrais savoir si Dieu existe, et bien paf. Je sais pas, le Conseil d'État s'est prononcé là-dessus? On va lui demander. Oui, c'est Moi, je vais faire une QPC. Ça, c'est probable. Moi, c'est plutôt le vice-président du Conseil d'État qui a répondu. Bon, allez. Alors qu'à votre avis, a pu dire le Conseil d'État et pourquoi? On n'en sait rien, alors vas-y. Qu'est-ce qu'il en est de l'impartialité devant le juge administratif? Et qu'il y a une vraie différence, effectivement, avec l'impartialité devant le juge judiciaire. Bah, il est partial et on appelle ça de l'impartialité. Ça, c'est une manière de résumer la situation. Toujours un aspect synthétique, moi. Il est partial, mais c'est parce que c'est son boulot. Il doit défendre l'administration. Est-ce qu'on peut dire que son boulot est de défendre l'administration? Non, mais en l'occurrence, je suis d'accord sur le fond, mais dans l'exemple qu'il cite, Non, il défend aussi l'usager quand même. Ah, ça serait quand même un coup. l'usager, ils sont Il est bien pas usés. mal. Hein. Bon, allez, donne-nous la réponse, crotte. On passe à Le public n'a rien dit. Le public n'a rien dit. Oui. Il a fait une comparaison. Alors, il dit quoi alors? Parce que c'est pas du tout la même nature de non. C'est du rouge, ça. Le problème du fond du droit, savoir de l'égalité. Et j'aime beaucoup Maître Sardin. En matière civile, on peut avoir la même chose. Le juge, dans son jugement, tranche d'abord sur le principe de responsabilité et ensuite indemnise. Non, permettez-moi de vous dire Maître Sardin. Là, c'est assez rare. Mais il ne veut pas. Il sera que. On peut aussi On n'écoute pas quand je parle. régler le problème de droit, le problème de plein contentieux avec l'indemnisation. Mais alors, il y a un machin qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais, je sais pas ce que c'est. Partie 6. Oui, voilà. Qui vous dit grosso modo, que si un juge a déjà connu d'une affaire, quand il en connaît à nouveau, globalement, il peut être suspect de partialité parce qu'il a préjugé dans quelque chose, quoi. Bon. Sauf si c'est un avant-dire droit. Je reprends On l'exemple. pose des questions, là. L'exemple évoqué de je tranche le principe et j'indemnise après. Ouais. Je fais un jugement avant-dire droit. En deux. On a un principe de responsabilité. Moi, j'ai essayé de rappeler les grands principes. Et après, dans un On tombe dans des fais la détails. responsabilité. Ce qui permet, et alors ça c'est du vécu, d'éviter de faire des expertises à tort et à travers. Parce qu'on a parfois le réflexe pavlovien de se dire il faut que je fasse une expertise pour chiffrer mon préjudice, mais si dès le début le juge dit mais l'autre n'est pas responsable, eh bien mes frais d'expertise ils sont en perte et profit. Alors si je fais déjà trancher le principe de la responsabilité, après je vais pouvoir m'intéresser à mon expertise du préjudice corporel pour savoir combien je réclame. Des grands mêmes juges. Alors, Monsieur le Président, en fait, tout le monde est président ici. Tout le monde est lui, le président Murbach. J'ajouterais par rapport à ce qui a été dit sur le référé machin là, que effectivement un juge des référés, dans le cadre d'un référé provision, ne peut pas ensuite siéger. En revanche, un juge des référés qui a ordonné une expertise, peut parfaitement. Absolument. Ah oui. Et moi, j'essayais d'invoquer l'article 6, mais je vois que l'article 6 n'intéresse personne. Quasiment. En fait, la réponse elle est donnée dans un arrêt, je l'ai dit, du Conseil d'État du 5 février 2025, Il y a des verres. à la manière dont le Conseil d'État appréhende la question de l'impartialité. Et vous savez, c'est un des enseignements de la chère Cour européenne des droits de l'homme, si adorée par Hervé, c'est qu'il y a deux types d'impartialité. Objective et subjective. Persa contre Belgique. Une impartialité mixte aussi. Il y a une impartialité objective, une impartialité subjective. Et si je veux essayer de synthétiser les choses, le juge judiciaire est aujourd'hui clairement embarqué dans la question de l'impartialité subjective. Chacun se rappellera le fameux jugement qui était rendu par le juge qui s'appelait juge de proximité à l'époque. Oui. Qui avait donné lieu à des pourbois en cassation. Ça s'appelle toujours comme ça. Un juge avait qualifié
de l'intelligence de droit d'une des deux Qui n'était vendeurs, pas plus grande que la surface de sa caravane. qui n'était pas plus grande que la surface de sa caravane, la Cour est venue dire pas possible, l'impartialité subjective, justice must be seen to be done, ça ne fonctionne pas. Pardon, Le Conseil c'est ça. d'État, lui, très franco-français, il a dit moi je ne connais qu'une seule chose, c'est l'impartialité objective. Et ça rejoint effectivement les observations de Maître Sarda, c'est-à-dire que pour le Conseil d'État, c'est deux choses totalement différentes. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on vienne refuser à un juge qui avait siégé dans le cadre de la connaissance de la légalité d'une décision, d'ensuite intervenir pour appréhender la question de la réparation consécutive à cet acte. Alors, D'autant qu'on manque de magistrats. Le mieux quand c'est formulé par Ouais. Non, le débat est déjà très haut. 2 points de plus. Le débat est déjà trop haut, mais est-ce que je peux essayer de l'élever encore en citant le doyen Guinchard? Ben oui, il a écrit un article qui est resté célèbre. Peut-on être juif, franc-maçon ou bouddhiste et magistrat? Et ça aborde en quelque sorte de fond la question de savoir si, quand on tombe dans l'impartialité ou la partialité subjective, est-ce qu'on va interroger ce qu'il y a dans le cerveau du magistrat? Comme on dit, sonder les reins et les cœurs, qui ne sont pas dans le cerveau d'ailleurs. Vous le remarquez, La question est très actuelle parce que nous allons avoir maintenant de plus en plus la publication des décisions de justice. Cour de cassation, c'est fait, on descend en cour d'appel, on va aller vers les juges du fond. L'open data des... L'open data, et il a été décidé que si les noms des cabinets d'avocats devaient être tenus secrets pour des questions de concurrence, et pour éviter aussi que des cabinets refusent de défendre certains justiciables en disant « j'ai aucune chance de gagner, vous avez plombé mes stats », le juge, en revanche, doit donner son nom. Et les décisions de justice, on aura le nom du juge. Et comme l'autre grand principe de la collégialité et que l'exception, c'est le juge unique, mais c'est l'exception qui a gagné, on fait quasiment plus rien en collégial, on va se retrouver à avoir beaucoup de décisions qu'on va pouvoir rattacher à un juge. Et donc, il va être intéressant de se dire, je veux choisir mon juge. Et donc, ce juge-là, je vais le googliser, je vais faire des recoupements, je vais voir son milieu social, où sont scolarisés ses enfants, ce que fait sa femme, où est-ce qu'il habite. Et je vais essayer comme ça d'éviter d'offrir un juge ou un autre Ça, c'est au titre de l'impartialité subjective. Oui, ça va bien avec la musique. Je rappelle. Mais Non, mais tout à fait. Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit que dans les dispositions qui ont été mises en place, qui gouvernent... oui, mais pas pour le nom des juges. On n'avait pas le droit de traiter justement l'information qui était le nom du juge. Pour le moment, le nom du juge, il apparaît. Alors, moi je pense qu'on peut vous concilier, c'est-à-dire qu'il me semble effectivement le nom du juge apparaît parce qu'évidemment, une décision ne peut pas être rendue anonymement. Pas possible. Bon. En revanche, le traitement est sans doute illégal. Ouais, je pense que le traitement est illégal. C'est-à-dire que je récupère des jugements prononcés par Mathias Murbach, mais j'ai pas... Mais c'est bon parce que, comme disait mon ami Donald, c'est pas parce que c'est illégal qu'on va s'en priver. Bon, là-dessus, tout le monde sait ce qui est rendu par la chambre sociale de la Cour de casse. Hein. Question suivante. Donc là, mauvaise réponse, personne n'avait trouvé. Mais c'est prouve la difficulté d'accéder à la jurisprudence du Conseil d'État. Bon, qui sert? Alors, question un peu plus légère. Question alors de Madame 1664 de Cronenbourg, bien évidemment. Y a-t-il plus en France d'avocats de genre féminin que d'avocats de genre masculin? Je dirais féminin. Ah, maintenant, là, à l'heure actuelle, nous parlons. Il y a plus de magistrats femmes. Des chiffres. N'est-ce pas, Philippe? Les magistrats, oui. Non, mais on parle des avocats. Oui. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas tes questions. Oui, mais je vois bien. Oui, mais attends. Et les gens qui ne veulent pas choisir de sexe. Donc je repose ma question. Oui. Y a-t-il plus d'avocats féminins que d'avocats masculins? Ça ne veut rien dire, c'est féminin. Tu as le droit de poser ces questions d'ailleurs? Mais non, c'est vrai. Arrêtons tout ça. Coupez. Non, c'est une question sexiste. Hein. Mais non. Nous, on n'a pas le droit. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est qu'une femme? C'est un problème de qualification au monsieur le grand spécialiste de la qualification. Oui, mais sur quels critères tu fondes c'est la déclaration des individus. La déclaration. Déclare. Oui, à leur insu. Parce que c'est fait par leurs parents quand ils font petit pour s'y opposer. Ouais. Et après, ils ont une croissance difficile. Le corriger. Est-ce que vous avez une idée? Bien sûr. Bah, c'est les hommes encore, non? Et les hommes encore pour les magistrats. Public, au commerce, hein, j'entends. Non, au commerce. non.
J'ai été pendant 6 ans au conseil d'administration de l'école de la magistrature Ah oui. et j'ai vu passer le concours. Non, mais je suis d'accord. Nous Pour étions 450 ou 460 candidats, 370 filles. Oui, mais au commerce. Hein. Ah, au commerce, Moi, je voyais surtout des hommes. Hein. on a à peu près 15% de femmes. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a un gros gap entre la juridiction commerciale et le juridiction classique, on va dire. C'est qu'on n'en trouve pas beaucoup. C'est déjà beaucoup. Parce que vous cherchez, Pierre. Alors, à votre avis, quels sont les chiffres? Je m'appuie ici Alors, sur les chiffres, qui ont je été crois qu'il y en a 65% de le ministère femmes. de la Justice. C'est le ministère. 65%, qu'est-ce que tu dirais, Philippe? Au niveau national, hein. Oui, c'est moins de besoin. Il y a 70 000 avocats. Et sur ces 70 000 Soit 13 998 avocats. Allez, déplace-toi, ils ne peuvent pas faire autre Je chose. pense que 100% portent la robe. Bravo. Bien. Ça, c'est une très belle observation. Ouais. Donc, effectivement, nous avons, en tout cas en février 2025, 73 998 avocats inscrits en France. Et 4000 à Lyon. Quelle est la proportion de femmes? Donc, on a mis, j'ai entendu, 58. Moi, j'ai dit j'ai dit ça, moi. 4. J'ai l'impression de faire le métier que j'ai toujours rêvé de faire, commissaire-priseur. Oui, très bien. On ne dit plus commissaire-priseur, maintenant on utilise un Commissaire de justice. commissaire de justice. Oui, mais Quelle horreur. Effrayant. Enfin, si on est judiciaire, parce qu'en fait, si on est commissaire-priseur, oui, c'est on peut continuer à être commissaire-priseur. bien sûr. Et on peut être aussi commissaire principal, commissaire divisionnaire. Mais par le ministère de la Justice, c'est actuellement 57,8%. Ah, on avait un 50%. Bravo. C'est pas tant que ça. Hein. Ouais. Je Je disais ça parce que je trouvais que ça faisait beaucoup, mais Alors, dans les écoles d'avocats, dans les écoles d'avocats, le taux de femmes est bien supérieur. Dans les écoles d'avocats, on est dans les 70%. Non, mais on va y venir. Ah, Il y a 10 ans, c'était 53%. ah ouais. On a une augmentation qui est bien nette et, comme le dit très justement Jean-François Carlot, Ah, mais Jean-François Carlot nous dit que tous les sauts. œuvre de temps en Dis temps. donc, on va t'en manger un les peu de ça, avocats parce que constatent que sinon, tu es celui de rapporter chez toi. on passe plus du haut à 65-70%. Hmm. On a un phénomène de féminisation, mais je crois que c'est Mathias qui le disait très justement, à la faculté, force est obligée de le constater. Alors ici, on a 2 représentants de sexe masculin des masters de droit. Ce sont des espèces en voie de disparition, très très clair. C'est-à-dire que dans le cadre des grosses bêtes, normalement, nous accueillons des femmes. Il ne faut pas dire des charmantes, c'est sexiste. Des femmes. On accueille des femmes, mais elles n'étaient pas libres. Il y a Sabine. Mais on ne cite pas de nom. J'ai des prénoms. Ah, très bien. Il y a Sabine, normalement, et puis surtout Anne-Sophie. Qui est quand même... Et on recrute. Alors, est-ce que vous avez l'idée des femmes parmi la proportion d'avocats qui exercent à titre individuel? Alors là, ça devient plus compliqué, là. Parce que l'exercice individuel. Oh non, non, je dirais 50%. Ouais. Ouais, 40%. 60. Je sais que quand tu sais ce qui se passe vraiment dans les sociétés d'avocats, tu as l'impression que c'est 100% à titre individuel. Et ça, c'est le monde universitaire. Je rappelle que l'université, c'est un orchestre de 1000 solistes. Pas mal. Avec chacun leur partition. Chacun leur partition, effectivement, d'où la fameuse cacophonie académique. Non, 32% des avocats exercent en qualité d'associés et en qualité d'exercice individuel, c'est 36%. Ah oui. 36% exercent à titre individuel. Donc, il y a de plus Les avocats honoraires de structure. bien qu'on parle d'exercice. Je rappelle que sur les 73 998 avocats, les pauvres, 31 834 ont fait le choix d'être inscrits au barreau de Paris, ce qui en fait de très, 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 très loin le premier barreau de France, ce qui n'est pas forcément... Le deuxième, c'est Lyon. Le deuxième, c'est Lyon avec 4000... Oh, je crois que c'est 4007. 4005, 4006, oui. Dans ces eaux-là. Donc, voilà. Écoutez, bonne réponse de la salle. Et, très bien. Bravo. On en verra après les avions à la dame. Atelier à salle. Petite question rapide, alors on demandera à nos intervenants d'être peut-être, à nos confrères d'être peut-être des ans dans un premier temps. Que signifie
le portail Khéops pour un policier? Ah, Question qui est posée par Monsieur John devant Marron derrière. Le portail Khéops. Khéops, ouais. Qu'est-ce que c'est que Bah, le c'est un fichier. portail Khéops? C'est un fichier de. C'est en Égypte, ça. Quoi, Ouais. ouais. Il y a une pyramide qui s'appelle Khéops. Bien sûr. Mathias. Ouais, Mathias. Mais on comptera sur Mathias pour nous expliquer Ouais. Là, vous me mettez le la mystère de la pyramide de sais Khéops. Non, mais il est plus flic maintenant. Oui, mais ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Très bien. Il a toujours ses réflexes. Ah oui, il faut voir, il met les menottes aux gens quand ils rentrent dans son bureau. Hein. Quand même emmerdant. Il a plutôt l'habitude de mettre des bracelets électroniques. Ouais, c'est ça. Mais il en met 2 avec une chenouille. Ce qui est salaud parce que les gens, ils tombent pas. Ceinture bretelle. Des fois qu'il y en a un qui tombe en panne. Ouais, il y en a un. t'as raison. Voilà. Le président Sarkozy en a un, non? Ouais. Enfin, c'est ce qui se dit. Bon. C'est ce qui se dit. Ah, mais là, On lui a peut-être enlevé depuis. Hein. Ah non, il a été con. Alors attendez, revenons à nos moutons. Oui, Qu'est-ce alors. que ça évoque pour vous, le portail Khéops? Bah non, mais si ça évoque rien à Mathias, qui est une vague. Ah non, mais moi, Ah. moi on m'a dit de me taire, alors je suis. Et pourquoi non. t'as pas dit de te taire? Non, parce qu'on croyait qu'il connaissait la réponse. Mais connaît-il la réponse? Voilà. D'après la presse bien informée, je ne vous donnerai pas le nom de cette presse bien informée qui a toujours eu des liens très privilégiés avec la police française. Mediapart. Je n'ai rien dit. Ce portail Khéops nous aura coûté cette année entre 16 et 20 millions d'euros perdus purement et simplement du fait du dysfonctionnement du portail Khéops. En question. C'est comme les Mais on sait pas ce que fait le portail Khéops. Non, mais je pense que tôt ou tard, à votre avis... Ah mais un truc qui ne marche pas, bah, c'est le RPVA. Il marche peut-être mieux que le portail Khéops. Hein. Mais RPVA, c'est pas un truc qui coûte à la collectivité, c'est financé par les avocats. Le RPVA, oui, mais le RPVJ, alors là, hein, Non, puis il n'y a pas que les RPVJ, il y a aussi leur truc à eux. Hein. Un indice. C'est un logiciel. Oui, sans doute. Le portail qui Pour les pays. Qu'est-ce que ça veut dire, Khéops? Non. c'est un anagramme. Khéops. Sans doute. Mais il y a ça. oui, alors, ça commence peut-être Ah pas oui, je par un sais. cas. Je sais, Pas un cas. c'était un pharaon, il y a des coups pharaoniques. Oh, joli. Mais ça commence pas par un cas. Non, ça Donc, commence voilà, pas. voilà. Ça commence par un C. Alors, c'est... Gros Hervé. Tiens. C'est comité, commission. Des opérationnels. Les opérationnels. Mais on est là-dessus. C'est pour l'avancement de l'enquête. Pour l'avancement de l'enquête. Pas Mais pour tu le sais, tu connais la réponse, C'est- toi? Ah, mais il connaît la Mais réponse. bien sûr qu'il connaît la réponse. Je m'en suis même servi. Ah, Il ça, fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. au temps où il était flic, il s'en est servi. Donc, c'est un truc pour faire parler les gens avec de l'électricité. Le bottin. C'est ça. Le bottin qui est... Le bottin Khéops. C'était un morceau de pierre pyramide. Pyramide, oui, paf. Au premier coup, il parle. Au deuxième, on lève la mesure. Il donne par les scènes, mais les scènes mythiques des ripoux. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. C'est ça. Non. Jamais tapé. Non, non, jamais. Jamais. Mais ou alors avec la tranche C'est la pierre de Rosen, la pierre. non, de Rosette. La pierre de Rosa. Rosen, c'est de Rose, je pense. Rosette. Dans le professionnel, Rosen. Ouais. C'est le nom du commissaire de police, non. Bon, allez, ça va, on est, Non, c'est le Mondo. Ouais. on étage pas sa culture, on donne la réponse. Tu vois qu'il y en a qui ont des lettres. C'est Ben oui, il y a du vrai cinéma. Ouais. Comme le- Bon, il faut que Mathias, il donne un indice. alors. Alors, On va donner un indice. peut-être nous Zip, puis après un indice. le portail Khéops, c'était le portail d'accès qui permettait d'aller sur les différents fichiers police. À mon époque, j'ai quitté la police en 2012. On avait 4-5 applicatifs et j'en parlais il n'y a pas longtemps dans le cadre d'une formation ENM avec un commandant de police qui disait que maintenant il y a plus de ce logiciels qui sont derrière le portail Khéops. et qui permettent de faire quoi ces logiciels? Plein de choses. Accéder à la vidéosurveillance, de la Les reconnaissance cafés, faciale, le café. les antécédents judiciaires, les véhicules volés, les objets volés. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, Khéops? Ah, on essaye d'inventer des noms. Ops, ça veut dire opération. Officier de police. Non, non. Le P, c'est police, le Khéops. Ouais, parce qu'il y a On va demander à il est en Google. train de saisir Police comme scientifique. ça, et il dit, je saisis une opération des Khéops. Non, mais on essaye de. Ça ressemble à quelque chose, mais en fait, ça ressemble à rien. Eh Le nom De de... toute façon, écrire avec un P. Oui, c'est ça. Ouais. Impressionnant, ça. Alors, que veut dire Khéops?
Ah, eh ben Wikipédia va nous le dire. Ah ben non, il triche. Circulation hiérarchisée, c'est toujours de la hiérarchie dans la police, des enregistrements opérationnels de la police sécurisée. Et ben, une fois qu'on a dit ça, on s'est bien avancé. Ah, mais le type qui a inventé ça, il mérite la Légion d'honneur. C'est comme le Magicobus. Hein. Ouais, Magicobus et Keops, Créé en 2001. partenaires de notre soirée. Et donc, semble-t-il, ce logiciel, d'après ce que dit un journal bien informé, a, le 13 février dernier, complètement buggé et est présenté par certains syndicats de police comme une gabegie sans équivalent, je cite, dans l'histoire de la police, alors qu'il se voulait, je vais utiliser la novlangue qui s'impose, un logiciel rénové, fiable, ergonomique, en chantier depuis 2007. Déjà, si c'est rénové, fiable et ergonomique, on se croirait à l'université. C'est heureusement on se croirait à l'université. On ne sait toujours pas transposer un tableur Excel dans un logiciel à l'université, mais on est rénové, fiable et ergonomique. 16 à 20 millions d'euros. Il paraît qu'on doit faire des économies budgétaires. Mais concrètement, le PJ s'en sert pourquoi? Ah bah c'est la base de ses gammes d'enquête. Il a dessus tous les fichiers. C'est son Donc il rentre le C'est un nom portail, il fait bien de ça. pauvre garçon de la pauvre femme qui est en face de lui et il sait tout quoi. Il va savoir son adresse, ses antécédents judiciaires, il va pouvoir regarder s'il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Les Quand délinquants sexuels. Quand il va contrôler un individu qui a miraculeusement 5 téléphones portables sur lui, il va pouvoir passer les numéros IMEI pour voir si parmi les 5, il y en a quelques-uns qui sont volés. Donc voilà, c'est la base du travail. Important encore, les bases de données. Oui, c'est la base. Mais le problème des applicatifs dans l'administration, on a mal à les développer. Non, il est là. Je sais qu'il y a du format. Très bien. Ah, il y a non, c'est ça que je voulais mettre. Non, ça c'est police, c'est purement police. C'est Cassiope pour une c'est toute la SNP-là. C'est bien aimable. Et regarde, c'est une rejet qu'elle a dû passer là. On traitera de Cassiope la prochaine. Il y a aussi un nom extraordinaire, Cassiope. Avec Cassiope, j'imagine que l'acronyme aussi doit avoir un petit... Je vais vous le trouver, parce que je ne le connais pas peut-être, mais une fois que je vous l'aurai trouvé, ça va bien vous faire rigoler. Par aux étudiants, ça fait très bien dans une copie. Vous commencez par Keops qui signifie ou Cassiope qui... le prof va se dire, c'est vraiment excellent. Alors, chaîne applicative supportant le système d'information orientée procédure pénale. Ah, très bien. Et enfants. Au moins, c'est clair. Non, Hervé. C'est européen. Ça pourrait. Ouais. Ça pourrait être européen. En tout cas, merci à Mathias Murvac qui nous a fait part de son admiration. De son expérience. Et son expérience de portail Keops. Moi, j'espère qu'un jour, on aura Nefertiti ou je ne sais quoi. Mais ça, c'était à l'université qu'on aura Nefertiti. Je ne vise aucune de mes collègues. Question suivante. Question suivante, peut-être avant une ultime pause. Question posée par Maître Robert Galetti. Un avocat peut-il décemment refuser une demande de renvoi faite par un confrère en matière civile? Une super question. Ah, ça, c'est une question de déontologie pure. Alors, mais Murvac n'aura pas le droit de répondre. Ouais. Eh bien, tout est en nuance. Parce que... C'est encore la proportionnalité. Parce que la confraternité s'opposerait à la demande de renvoi, on va dire ça comme ça, mais l'intérêt du client s'opposerait à ce renvoi. Donc, qui doit prévaloir? Pas de règle. Devant quelle juridiction civile? JCP ou TJ? TJ, ça n'existe plus, mon cher maître. C'est le tribunal judiciaire. TJ. TJ. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai compris TJ. Beaucommerce, on a supprimé les demandes de renvoi. Ah oui? On fait tout en état avant. Est-ce que je peux refuser la demande de renvoi de mon confrère? Eh bien, on va dire oui. Ah ben oui. On va dire oui. Évidemment, oui. Est-ce que vous le faites? Non. Est-ce que c'est confraternel? Disons, L'autre, il arrive, il dit j'ai piscine ou j'ai poney, je ne peux pas venir. vous voyez. Non, j'enregistre les grosses bêtes. Par exemple. Non, disons que... Ah mais tu peux t'y opposer, à mon avis, peut s'y opposer. sans la moindre difficulté. Juridiquement. Bien que... Mais dire Après, est-ce que tu vas le faire? Ça dépend. Si c'est un bon confrère, comme on dit, s'il est sympa, si on l'aime bien. Oui. Mais enfin, un renvoi qui va demander plus de 6 mois ou 1 an de réaudiencement... C'est pour ça que je demandais devant quelle juridiction civile. Quel est le motif aussi du renvoi? Il faudrait savoir.
Je ne sais pas, la question a été posée par toi, Robert. Donc, Robert, c'est toi qui as posé la question. Non, mais il le sait pas, il l'a jamais posé la question. C'est moi qui l'ai piqué. C'est moi qui lui ai emprunté la question. Tu te souviens de la conversation qu'on avait? Et derrière la question, il y a un deuxième niveau, c'est le juge civil. Si les deux avocats sont d'accord pour le renvoi, peut-il refuser? parce que lui, il est tiraillé entre le procès civil, c'est la chose des parties, et à la fois, il est gardien de la célérité à la justice. Alors, en justice pénale, il y a une décision qui vient de tomber en matière pénale, où on sait que le juge, pour donner un renvoi ou accorder un renvoi, est obligé de motiver sa décision sur l'opportunité du renvoi. Non. En matière pénale. Ah, mais Ça vient de sortir. Qu'est-ce qui vient de sortir que je sois jour demain? Le juge doit, disons, justifier pourquoi il ordonne un renvoi ou il refuse un renvoi en matière pénale, quand il lui est demandé par un avocat. C'est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours à condition que la décision soit motivée. Voilà. Et la Cour de casse vient de le rappeler, là. Oui, mais alors en matière civile, absolument pas, quoi. Non, on est bien d'accord. Exactement. C'est pas en matière civile, ça n'a rien à voir. Après, le problème, c'est les dates d'audiencement. Hein. C'est-à-dire, le problème, demander un renvoi au prud'homme, ça renvoie à 2 ans l'affaire. Donc, l'intérêt du client, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais... Moi, quelquefois, quand j'ai trop bu, j'ai des renvois. Hein? Quelquefois, quand on a une demande de renvoi qui est manifestement dilatoire, on renvoie à 2 ans. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Sur moi, La douche. Donc, ta question est difficile. oui, Voilà. c'est ça que je l'ai posé. Il n'y a pas de réponse par oui ou par non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà. Si tu as une affaire immobilière devant le TJ de Lyon, qui aura duré déjà 7 ans, et qu'au moment où tu vas plaider, il y a un confrère qui demande le renvoi, ça va quand même être compliqué. J'ai eu une affaire de récision pour lésion, cette 12e. C'est courant, ça. Commencé en 2002, où j'ai eu une décision en janvier 2025. Ça fonctionne bien. Alors, moi, sur la question de la déontologie, je veux la creuser parce qu'elle m'intéresse. Ouais. Si jamais, Fallait pas l'éviter. si les deux avocats sont d'accord pour C'est renvoi, ce que j'avais dit. Hein. au titre de la confraternité, qu'est-ce qu'on dit au client? Est-ce qu'on dit au client, j'ai accepté le renvoi demandé par mon confrère au titre de la confraternité? On va pas lui dire comme C'est de la ça. faute du juge. Mais est-ce qu'on dit que c'est le juge qui était débordé, qui n'a pas voulu retenir l'affaire? Bien sûr. La question ne sera pas posée. Voilà. Alors, d'abord, on s'en mêle pas quand on est magistrat. de la justice. C'est que là, Moi, la partialité subjective, multiplie les difficultés là. Ouais. C'est vrai que... Permettez-moi de dire, que c'est la question la plus intéressante qui a été posée depuis le début. Avec celle de l'autre président, et que toutes les autres histoires, machin, on comprend rien. Antoine Bibus, tenter machin, téléphérique, c'est un vrai problème. mais ça, c'est voilà des vrais débats. Au-delà de 6 mois de renvoi, on ne peut pas pénaliser le client. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Non. Hein? Mais aujourd'hui, dans quelle juridiction il y a des dates de renvoi à moins de 6 mois? Je suis d'accord avec toi, mais quand même, si certains juges sont sympas, hein. Certains juges renvoient à 2 mois. Enfin, non, on a. Enfin, tant que. Oui. Nous, c'est 3 semaines. Même chez moi, tu n'as pas des renvois. Non, tu n'as pas des renvois aussi loin. Bien que le débat soit déjà. Prenez l'exemple d'un dossier immobilier, donc TJ de Lyon, où il y a 5 ou 6 parties. C'est 7, 8 ans, 10 ans. Je viens d'avoir un jugement que j'ai commencé en 2014, 2025, 11 ans après. Donc là, accepter un renvoi de confrère, il faut... Alors, j'ai posé la question, quel est le motif du renvoi? Oui, c'est ça. Ben voilà. Mais oui, mais malade. Faut pas me voler ma remarque. Il vient d'hospitaliser. Remarque intelligente d'Hervé. Ah non, mais c'est vrai. Il faut j'attends qu'ils se taisent parce que j'aime pas parler quand les gens y parlent. La parole, c'est terminé. Ouais. Maître Croce. Non mais voilà, je demande le renvoi parce que je suis malade. Complètement. Oui, c'est sûrement. Éventuellement, j'ai un certificat médical, etc. Je pense que là, personne ne refusera le renvoi. Mais, attends, laisse-moi finir d'élever le débat. Il y a au moins un arrêt de la Cour de cassation, certains le connaissent sans doute, parce que c'est une procédure d'appel. Le débat en disant qu'il est couché. On m'a dit. Gna. Bon, comme au service militaire, Non, pas présent couché. Ouais, il y a au moins un arrêt de la Cour de cassation qui dit que la maladie de l'avocat ne crée pas un cas de force majeure dans je ne sais plus quelles conditions. C'est pour les délais d'appel, non, c'est ça? Oui, c'est ça.
C'est pour un truc comme ça. Et donc, le type, il peut être subclaquant, aucune importance, ça n'émeut pas la contestation. Toujours la faculté de substitution. Voilà, c'est ça le motif. C'est qu'il peut se faire théoriquement substituer. Oui, peut être du côté du demandeur au renvoi qui se passe substituer par un confrère pour éviter à notre confrère de se voir contraindre à une demande de renvoi. Procédure écrite, procédure orale. Oui. Mais la question elle est complexe là, parce qu'il y a plein de notions. Au sujet des uns, ça. Non, c'est trop compliqué. Enfin, comme je dis, c'est trop compliqué. Non, c'est des choses de gros bon sens finalement. Et c'est tout à fait intéressant. Mais effectivement, ça ne peut pas faire un sujet d'examen à l'université, parce qu'on ne peut pas en faire un QCM. Alors, qui c'est qui disait? C'est toi qui parlais d'une procédure écrite. Effectivement, une procédure écrite. Il y a une clôture. Une clôture. Donc, on pose un renvoi. La plaidoirie n'est pas en plus Obligatoire. indispensable et obligatoire. Donc, Et on peut se faire substituer. Vous saviez le bonheur qu'on a quand on est en procédure orale. C'est sur ces mots qu'on va faire 5 minutes de pause avant de reprendre. Les grosses bêtes de la faculté de droit, Jean-François Carlot, Hervé Croze, Robert Galetti, Mathias Murbach, Michel Thomas. Question de Monsieur Pathé de Foix. Un magistrat doit-il avoir une bonne moralité? Ça aide. Mais encore. On va dire que c'est Bonne morale. il y a une décision qui a été rendue il n'y a pas longtemps au sujet de la moralité des magistrats. Ça a fait les grandes pages d'un grand journal du soir. Oui, tout à fait. Comme par hasard. Oui. Alors, est-ce qu'un magistrat doit faire preuve de bonne moralité? Je sais pas. Dans cette mesure, ils veulent pas. Il n'a pas besoin. Ils veulent pas. Il y a eu que ce soit une notion qui disparaisse. Il y a eu un problème de refus d'intégration à l'ENM de 2 candidats pour un défaut de bonne moralité, ce qui a fait l'objet d'un contentieux parce que c'était quoi la bonne moralité. Finalement, je crois qu'ils ont gagné, ils ont été intégrés. C'est ça. Parce que c'était considéré comme une notion floue. De nos rappels. Sinon, ils auraient été désintégrés, ce qui est embêtant. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, il y a un dans peu le de pain. statut de la magistrature, parmi les conditions qui sont posées pour être magistrat en France, outre par exemple la condition de nationalité, le petit 3 nous dit il faut jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces candidats? Il y en avait un qui a été s'affaire. Non, ça c'est. Non. Non, je pense que c'était des procédures pénales qui n'avaient pas eu de suite. La question, c'est la question de peut-être procédure pénale mineure. Voilà, la question, c'est celle de la preuve de la non-moralité. Ouais. S'il y a eu une condamnation, s'il y a eu, etc., ça peut être, disons, un indice laissant supposer une moralité qui n'est pas... Si, un casier judiciaire. Un casier judiciaire, la messe est dite. Non, c'est vrai ça. Hein. Mais ils n'avaient pas de casier. Bien, on est. Hein, Ils n'avaient pas de casier, les deux, là. Ils n'avaient pas de casier, mais ils avaient fait l'objet de poursuites qui étaient restés... Oui, mais la présomption d'innocence, mon brave monsieur. Hein oui. C'est pas parce qu'on a fait l'objet d'une enquête avec Kéops qu'on a été rentré sur Cassiopée que pour autant on est de mauvaise moralité. À l'ENM, ils peuvent ranger leurs affaires, ils ont un casier. En tout cas, ils sont rentrés. Voilà. Donc effectivement, c'est posé par les textes. Comme l'a dit Mathias très justement, il y a eu récemment des contentieux et une interprétation extrêmement sévère, une motion non définie. De la DSJ. De la direction, effectivement, des services judiciaires, confirmée par le juge, en disant ces conditions doivent être appréciées restrictivement. Donc, une bonne moralité, ça doit être une vraie atteinte à la bonne moralité. C'est les conseils d'État, donc la statue. Oui. Administratif qui a vocation à connaître de ces éléments. Bonne réponse, sans grande surprise, de Mathias Murbach. Et est-ce qu'un problème de mauvaise moralité est une atteinte à l'indépendance du juge? C'est-à-dire est-ce que ça ne va pas le mettre en porte-à-faux pour pouvoir juger Ça, tu vas déraper. Partialité, tu vas déraper. Si on n'en sait rien de ce moralité. Il est juge de jour et hurleur la nuit. Et puis, qu'est-ce que c'est que la moralité? Il y a eu des hypothèses. C'est avec un magistrat qui guidait une prostituée, oui. C'est vrai. À Lyon. À Lyon notamment, oui. Oui, un ancien juge d'instruction. C'est ça. Donc on dira le nom.
Oui, enfin, il n'a pas très bien terminé, le pauvre. Non. Il a eu Oui, mais ça, il est tombé Ménozéramant marin. Oui. Montée de l'observance. Montée de l'observance. C'est ça. Non, mais c'est pas. C'est le juge. Montée de l'observation. C'est le juge Renaud. Oui, mais bon. Non, mais il y en avait un autre. Il y en avait un autre qui, Mais pour d'autres raisons, Arnaud. en perspective de réhabilitation sociale, avait épousé une ancienne prostituée, quelqu'un qui est beaucoup moins célèbre que Jules Renaud. Et alors, je ne sais pas si ça avait donné la discussion. En tout cas, la presse et notamment la télévision, la TSF, en avait beaucoup parlé parce que En noir et blanc. en noir et blanc. C'est à peu près ça. C'est à peu près de cette époque-là. Ça faisait beaucoup causer dans les chaumières, quoi. Mais justement, voilà un excellent cas pratique, quoi. C'est-à-dire que effectivement, je ne sais plus qui se posait la question une fois, même pour les avocats, on disait est-ce que la déontologie, ça joue dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre de la vie privée. Oui, avocat, Et alors attends, mais justement, un magistrat qui, d'une certaine manière, doit avoir, je ne sais pas comment on dit, si c'est juste la bonne moralité ou quoi que ce soit. Est-ce que dit est-ce que si dans son comportement personnel à la ville, comme on dit, pas au tribunal, il fait n'importe quoi, est-ce qu'il peut être sanctionné? Oui, bien sûr. Ça pose le cas limite. Je m'adresse aux pénalistes là, des juges qui sont appelés, je pense à un juge d'instruction par exemple, à avoir des contacts avec des gens d'une pas bonne moralité. Voilà. Ça, c'est le flic qui a un problème. Sous couvert d'enquête. Non, mais le juge, il fait pas ça. Non, le juge, non. Le flic, C'est le gendarme qui. Le flic, et maintenant, il le fait de manière extrêmement cadrée. Dans le conseil de discipline, il n'y a pas longtemps, qui avait dénoncé sa grand-mère parce qu'il avait roulé à 190 km/h. Il a dénoncé sa grand-mère. Oui, pour pas perdre ses points. Pour pas perdre ses points. Sa grand-mère utilisait moins bien son permis. Il avait 86 ans. Il avait 96 ans. est-ce que sa grand-mère, Alors, est-ce que sa grand-mère faisait du vélo? et le parquet l'a poursuivi. Enfin, Le parquet l'a poursuivi, mais en formation, j'ai toujours dit à mes nouveaux juges, ne mettez pas votre carte de juge à côté de votre permis de conduire parce que le gendarme, ça va le rendre méchant. Bah, comme les avocats. Hein. Bah pour les avocats, oui, pour les juges, je crois que Pour les juges, oui, c'est. Je sais pas. Discutable pour un juge. Bien, en tout cas, bonne réponse. Au passage, ça fait penser au problème, entre guillemets, du caducée des avocats qui n'existe pas, bon, mais où il y a une espèce de machin qui rappelle. Et la question est toujours de savoir si c'est opportun ou pas de le mettre sur le pare-brise. ça fait 35 ans que je ne l'ai plus, moi. Hein. Ouais. Je l'ai eu un petit peu au début. Parce que tu te l'es fait piquer? Non, je ne me suis pas fait piquer. Non, mais on s'est verbalisé plus. Non, tu te fais plus... Enfin, un confrère pénaliste du temps jadis avec lequel je travaillais est pris en excès de vitesse à Saint-Chamond et a prouvé... À Saint-Chamond. Pas à Saint-Chamond. Oui, à Saint-Chamond. Ah si, il roule à 50 à l'heure. Enfin, en passant Saint-Chamond. Et il reçoit un avis de PV. Et il dit, oh là, ça va pas se passer comme ça, je vais écrire au procureur. Il écrit au procureur, réponse du procureur, compte tenu de ce que vous nous soulevez ici, je vous renvoie devant le tribunal de police. C'est-à-dire que le gars, au lieu d'avoir pris à l'époque 35 € de prime, s'est retrouvé à être obligé de comparaître devant le tribunal de police. Ce qui montre l'indépendance de se taire. Le règle-feu de la boucle. Ouais. Alors justement, comme il a fait de l'habitude, on passe à la question suivante. Oui, question suivante. Question de monsieur 9-2 de 7. Oui. Quelle est la différence entre un serment promissoire et un serment probatoire? Ah. Et alors, c'est pas dérisoire, là, quelque part? Il y a l'engagement à faire quelque chose et l'engagement de dire la vérité. En compromissoire, c'est plutôt une histoire de compétence. Non, compromissoire, c'est votre... C'est pas compromis. C'est promissoire. Non, c'est pas si bête. Il y a promissoire et le deuxième, c'est probatoire. Probatoire, c'est je jure de dire la vérité. J'ai déjà vu, oui, serment. J'ai vu ça, moi, d'un juge d'instance à l'époque. Sur ligne aussi. Excellente objection. Il y a le serment. Serment probatoire. Alors, décisoire, oui, c'est quoi déjà le serment? Non, pas décisoire. Ah bah si, mais là ouais. Mais moi, je m'abstiens parce qu'il y a une partie qui est une partie de procédure civile, donc faut pas que j'en parle. Mais c'est l'autre qui est promissoire, ouais, c'est bizarre. Hein. Bizarre, promissoire, ouais. C'est un engagement dans le cadre du mariage?
Remarque, c'est pas au moment du mariage, on consent à s'engager à fidélité, secours, assistance. Donc, c'est une promesse. Mais c'est pas une preuve, c'est une promesse. Mais attendez, c'est vachement important ce qu'il vient de dire. C'est vachement important. Mais je dis pas que des conneries. Il dit pas que des conneries. Il n'y a pas de serment au moment du mariage. Non. Non, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Il y a un contrat, mais c'est tout. Oui, mais c'était. Ça n'est d'ailleurs qu'un contrat. Oui, maintenant. Oui, c'est tout. Secours et assistance. Maintenant, le rappel du 200 Bon, enfin, revenons. Revenons à nos Moutons. Donc, serment promissoire, serment probatoire. Bah, serment probatoire, c'est fastoche. C'est admettre un fait ou pas, quoi. Reconnaître un fait. Il va avoir quoi comme conséquence si j'admets le fait? 1315. Ça va probater. 1315. Non, ça va probater. 1353. Peut-être après. 1353. Actuellement, ouais. 84. Ah oui, c'est un des modes de preuve. Bah ouais. Ah oui. Oui, le mode de preuve. Tu vois, quand tu C'est un mode de preuve, ouais. Oui. Constater la. Jamais eu que le droit de mais... Ah, moi, j'ai vu une fois. Au 7, hein. Jamais, moi. Et le serment promissoire, alors? Pour revenir à nos moutons, si j'ose dire. Bah, c'est-à-dire que moi, je pensais c'est vrai, je pensais au mariage, mais il n'y a pas de serment, mais il y a bien des cas. Ouais, un truc où on promet quelque chose. Où on dit qu'on a promis quelque chose. C'est ça? Non, mais justement, c'est que disait Jean-François, mais non, c'est pas la clause compromissoire. Oui. Encore autre chose. Alors, c'est Promesse de faire. oui, une promesse, oui. C'est Merci, j'aimerais bien savoir, parce que là, franchement, quel est le taré qui a pu trouver des questions comme ça? Là, je Je me demande bien, oui. ne peux pas savoir. Hein. C'est vrai, il doit vraiment avoir beaucoup de choses à faire, le taré. Hein. Ouais. Il serait peut-être bien à la retraite, mais ça ne m'étonnerait pas. Il a des loisirs. Hein. La retraite, c'est trop tôt, hein, parce qu'on a de quoi l'occuper avant. Arrête, quoi. Ouais, mais enfin, en même temps, la retraite, Un exemple de ça, il y a le cerveau qui. Ouais, alors. Non, mais l'expression est peu employée. Elle est peu employée. Oui, On la trouve très sur certains employée. ouvrages de procédure civile. Je n'aime A pas. priori, ceux que nous n'avons pas lus. Non, Mais pourtant, Moi, en 50 ans, moi, j'ai trouvé ça chez Cadier, en fait. Hein. C'est le cadet qui a trouvé. Pour ceux qui ne savent pas qui est Cadier, c'est embêtant, mais tout le monde. Il s'oublie. Je savais que c'était lui. Tu connais Bon. Didier? Allez, vas-y, on a autre chose à faire, on va voir. Ouais. demande des témoins, le serment promissoire. Attends, le serment. Oui, enfin, c'est le serment de dire la vérité. C'est le serment de dire la vérité, c'est le serment du témoin. Dites-moi la vérité Ouais. par rapport Ou au c'est serment ou du témoin. c'est le serment de l'avocat. Serment de l'avocat, eh bien oui. Je suis sûr, comme avocat, patatin, couffin et tout, à une époque, je suis par cœur, je ne sais plus. C'est une promesse. Mais voilà, promissoire. Oui. Promissoire. Ah, voilà. Par contre, T'étais pas loin. Non, c'est vrai, j'ai Ah, mais t'es raté quand même. Allez, quand même. Question suivante, pour faire plaisir à Alors, professeur Rose, de Madame Lepin de Pise. le pain de Pise. Voilà. Le pain d'épices. D'accord. Un produit composé uniquement de protéines végétales peut-il être commercialisé sous l'appellation de steak? Oui. Oui. Comment oui? Oui, je dis oui. Ça dépend si le juge est vegan. Non, j'ai vu passer un article là-dessus où on disait que ça peut être désigné comme steak. Mais je peux pas en dire plus. Mais il n'y avait pas une jurisprudence, une vieille sur l'histoire de vin sans alcool auquel on ne pouvait pas mettre le nom de vin? Ah si, il y a une décision. Mais là, il y a une jurisprudence récente. Ouais. Il faudrait un peu se tenir au courant quand même. Oui, il faudrait quand même lire les bonnes feuilles, Mathias. Hein. En tout cas, je crois que les vins sans alcool. Il s'est pas détenté les trucs de 1927. Bon. Hein. La juridiction préférée d'Hervé Croze. Ah oui. Ben, j'hésite entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas laquelle je veux pas. C'est de la CJUE, ça c'est du. Ça, c'est de la CJUE, effectivement. Et c'est pas très vieux d'ailleurs. Non, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux du tout. J'ai vu une note il n'y a pas longtemps. Bon, bon, alors allons-y. Ici, Le 4 octobre 2024, la Cour est venue dire que des États membres ne peuvent pas interdire ou réglementer l'utilisation de la dénomination steak, qui est prévue pour des denrées d'origine animale, pour désigner des denrées alimentaires fabriquées à partir de protéines végétales. Donc, en gros, et très clairement, je peux avoir effectivement des steaks de protéines. Qui ne soient pas de viande. Certainement pas des steaks de viande. Alors, pour ceux qui connaissent le latin, qu'est-ce que ça veut dire exactement steak au départ? Alors, ça, c'est plutôt anglo-saxon, ça. Oui, mais non, mais c'est de l'humour impeccable. Le mot steak, qu'est-ce qu'il veut dire?
Ben, ça vient de beef steak. Ah ben, oui, mais voilà. Non, mais beef, ça veut dire mouton. Beef. Mais steak, ça veut dire quoi? Ah, Ça va être un morceau du bif. bah sûrement, mais quel morceau du beef? Celui qu'on mange. Steak. Je ne sais pas. Bon, enfin, je pense que vous savez rien et vous. Alors, toujours, Oui, avant. on a franchi les frontières. Nouvelle question, cette fois-ci de Madame de Commercy, que tout le monde connaît sous son petit prénom, Madeleine. Madeleine, Que reste-t-il du devoir conjugal? Alors, Enfin, une question de droit. Voilà une bonne question. Eh oui, on va enfin faire des droits. Bah, du devoir conjugal, moi je me souviens avoir fait des divorces parce que la femme se recusait à tout rapport à l'époque. Hein. On plaidait ça. Son épouse refuse de... C'est effectivement cette fois-ci la Cour européenne des droits de l'homme. Quand les époux font des études supérieures, on appelle ça les devoirs conjugaux. Oh, c'est joli. Bon, non, mais j'essaye. Hein. 1 euro dans le cochon. Merci. Cour européenne des droits de l'homme du 23 janvier 2025, une affaire tout à fait facile à retenir, HW contre France. Pourquoi faire 5 quand on peut faire compléter? C'est encore le règlement RGPD. C'est Ça doit être un défice de Musk, ça, non? Ah, c'est possible. Il y a peut-être une question d'ailleurs. Ça, j'ai une petite question. On vous la donnera, celle-là. On vous la donnera justement. Et dans l'affaire HW contre France, la France a été condamnée parce que ici, le juge du divorce avait fondé le divorce pour faute sur le manquement au devoir conjugal. Je rappelle l'article 215 que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et la Cour a considéré que les dispositions relatives à la vie privée et familiale s'opposaient à ce qu'on puisse fonder le divorce sur une méconnaissance du devoir conjugal. Et donc un prononcé de divorce au tort exclusif de la requérante ne reposait sur aucun motif pertinent. En tant que tel, donc, exit l'article 215. Est-ce qu'on va toiletter Donc c'est un divorce sans cause réelle et sérieuse. C'est un divorce. Pour les réintégrer dans les liens du mariage ou prévoir une indemnité de licenciement qui est plafonnée par... Je ne sais pas si c'est un licenciement. Et le barème Macron Mais l'article 215 ne parle pas de relations sexuelles. Hein. Il parle de cohabitation. Et ça veut dire quoi, alors, cohabitation? Enfin, si tu cohabites... Ouais, bon. Hein? Cohabitation charnelle. Concubinaré, coucher avec. Non, mais relève. Je suppose que t'es un couple et t'as un lit qui fait 1 mètre de large. Bah, il y a ce camobit, mais enfin... Et quand tu sais que sur 10 magistrats aux affaires familiales, tu en as 9 qui sont des femmes. Ça y est, ça va être sexiste. Plaider un truc comme ça. Et puis qui se... Ouais. Et je te pose. Je dépose. Non, je vais pas t'aider. Je demande pas de renvoi. se dépose. La Cour dit que le refus de se soumettre au devoir conjugal peut, dans les conditions prévues par l'article 242 du Code civil, être considéré comme une faute justifiant le prononcé du divorce. C'était ça que la Cour vient sanctionner. En disant, il ne peut pas y avoir de faute parce qu'on refuse de devoir conjugal. Parce qu'on refuse. C'est marrant parce que c'est rarement des femmes qui se plaignent de ça. Tu as rarement la femme qui dit voilà, il ne touche plus. Enfin bon, donc je veux. Oui, mais ça interpelle pour les praticiens que nous sommes ou que nous avons été. Hein, bah oui, les praticiens du deuil. Praticiens du droit. Non, du divorce, du droit. Du droit. Hein. Il fallait contextualiser la phrase. Aujourd'hui, avec le divorce par consentement mutuel, est-ce que c'est question encore à ça? Ou là, conjugal, est-ce que tout ceci plaide sur des... C'est comme le viol entre époux, hein, franchement. Non mais attendez, ne rigolons pas. Si tu regardes les faits divers, tous les cas, moi je déteste ce mot, mais tant pis, il faut regarder de féminicide, notamment récemment, c'est souvent lié à un divorce. C'est-à-dire que le divorce, ça rend en général le mec, il faut bien le dire, complètement fou. Il dit, je vais lui faire la peau. Bon. Il y a un contexte, c'est-à-dire le divorce par consentement mutuel, tant qu'on divorce de riches. On divorce de gens qui, on va dire, des classes supérieures, machin, ça fait un peu... Non, parce que dans les divorces par consentement mutuel, on a beaucoup de tout jeunes mariés qui n'ont rien à liquider, donc ils font un DCM et les choses se font rapidement. Enfin, et quel est le pourcentage des divorces sur taux? On peut le savoir. Je suis optimiste, moi. Question de Madame de Poisson, de Monsieur de Poisson, dont tout le monde sait qu'il a le même prénom que notre bâtonnier, c'est-à-dire Alban. Alban de Poisson. Alban de Poisson. Voilà. Intéressant. Voilà, exactement. Peut-on prénommer son fils XAE
A12. Ah, bah voilà, c'est le fils d'Elon Musk. XAE, poids A12. Chez nous, je pense pas. Moi, je dirais que oui, dans l'absolu. Tout dépend si c'est dans l'intérêt de l'enfant ou pas. Non, mais comme apparemment tout le monde a une idée, il faut peut-être dire à qui a été donné le prénom. Je reviens. C'est clair. Alors justement, Ah oui, c'est dans Les parents, hein, le parent. quelques éléments. J'ai perdu mes notes, ça c'est un grand classique. J'ai l'impression d'être Premier ministre de la France. Ah, très bien, puisqu'en général, mais la différence c'est que j'ai pas tout à fait le même âge que lui. Donc j'ai effectivement perdu mes notes. T'es pas premier ministre à bord. Et je suis pas Premier ministre et je n'ai pas été non plus à l'école à Vétard. C'est un mode supérieur. Quelle chance. Donc, dans la question, en fait, procède d'un article qui rappelle que Elon Musk a donné naissance le 4 mai dernier à un 6e enfant. C'est un petit garçon qu'il a prénommé donc XAE-A12. Alors, on a cru que c'était une blague. Et en fait, c'est extrêmement sérieux. Et c'est la compagne actuelle, donc qui est une chanteuse, qui s'appelle Claire, qui est connue sous le nom de Grims. Elle a un nom français, il s'appelle Boucher. Alors, Il n'y a pas de Musk. Qui a bouché la charcuterie, cette affaire-là. Ah ouais. Et en fait, dit Qu'il ironise. que derrière le sigle qui a été retenu par lui, il y a X, quelqu'un aura compris la Ouais, référence d'accord. chez Musk, Ouais, c'est c'est une une variable inconnue, AE, qu'elle prononce A, pour amour et intelligence artificielle, Ah oui. et A12, qui est le précurseur du SR-17. Chacun sait que le SR-17 est un avion. Moi, je l'ai gagné, oui. Donc, Qui est un avion qui appartient à Elon Musk. Donc autant dire que tous ces éléments expliquent la raison d'être. Donc la question, c'est aussi que le A signifie aussi archange, qui est la chanson préférée que cette chanteuse a créée. Voilà, donc il y a plein d'éléments, des personnalités. On a tout. Je voudrais bien voir la tête de l'officier d'état civil. on a fait d'état civil américain. Il n'y en a pas, il l'a licencié. Alors, Ouais. Là-bas, ils sont très là. imaginons que la situation... Voilà, j'ai retrouvé mes fiches. Imaginons que la situation se produise devant l'officier d'état civil. Est-ce que Il y aurait une il y a peut-être le pendant de Monsieur Musk en France, même s'il n'a pas épousé une chanteuse, décide de prénommer son enfant comme ça. Que ferait notre officier d'état civil? Il saisirait le procureur de la République, comme dit Philippe. Ouais. Et à lutte, prendre ses On peut pas se responsabilités. contenter de donner une baffe. Ça va plus vite, hein. Allez, le Code civil se prononce sur ces questions-là. Non, mais après, c'est une question d'intérêt de l'enfant à la sortie. Hein. Pardon? C'est le critère De l'intérêt. Eh oui, c'est le critère. Si tu donnes un nom Je trouve que franchement, dans une cour de récréation, là, il sera populaire. Au public aussi. Milliardaire, il s'appelle AEX. Non, il n'y a pas ces conditions-là. Si tu habites à la Non, il y a deux possibilités. Effectivement, de Lyon, là, tu vois, la Duchère. C'est un délai pour changer de prénom. Ah oui? Je ne sais pas de mémoire, non. Le état civil doit leur laisser un délai pour changer de prénom. Au gamin Informer, oui, il doit informer le procureur de la République. Le gamin, il a un an, il ne pas me plaire. ils sont informés sans délai. Le procureur de la République. Oui, c'est l'officier de dernier délai, mais alors saisir le juge aux affaires familiales. Qui juge de l'intérêt légitime. Est-ce que ça existe un sous-officier? Qu'est-ce qui peut justifier que l'officier d'état civil? Non, c'est pas la prononciation. C'est pas l'ordre public qui est intéressant. Non, c'est pas l'ordre. Ça revient à ça, mais... L'intérêt de l'enfant. Ridicule. Bon, allez, bien nous, il faut qu'on s'en aille. Un critère très précis qui aura été édicté, c'est l'alinéa 2 de l'article 57. Faut si pas vous que voulez ce savoir. soit ou infamant ou Non. 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 Adolphe. Non, c'est très subjectif. Ah oui, c'est très subjectif. Le fameux prénom, ouais. Non, les deux conditions, c'est qu'il faut que le choix du prénom ou de l'association des prénoms et voire de l'association du prénom avec le nom. J'en ai marre. Oui, j'en ai marre ou jambon. Jambon ou des choses comme ça. Jambon, c'est mieux. Eh bien, si l'officier d'état civil lui considère que ces associations, que ces prénoms sont contraires à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers, mais alors là, je voudrais bien savoir ce qu'on met derrière. Elon Musk, par exemple, c'est-à-dire que... Monsieur et Madame Renault, qui prénomment leur fille Mégane, parce que c'est prêt à faire, pourraient porter atteinte à la marque si leur fille est très moche. Ça avait été jugé. Bon, ça, c'est pas gentil, parce que une femme n'est jamais moche aujourd'hui. Bien, Renault, on défaire ça. Voilà.
Et donc, dans ce cas-là, l'officier d'état civil, la seule chose qu'il peut faire, C'est citoyen qui ces deux enfants peuvent. c'est l'avis du procureur et celui-ci peut saisir le juge familial. Et c'est le juge qui, en réalité, heureusement, a les choses entre les mains, qui dit la chose suivante. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers, à nouveau, le droit des tiers à protéger leur nom de famille, donc ça serait l'hypothèse où délibérément, je m'appelle Arnaud et je décide d'appeler mon fils Bernard Arnaud pour créer peut-être une confusion, aucune référence à M. Riel, il en ordonne la suppression sur les registres d'état civil. Et dans ce cas-là, le juge peut attribuer à l'enfant un autre prénom. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de juges qui s'amusent à attribuer à l'enfant un autre prénom. Alors, C'est-à-dire, si c'est un enfant musulman, l'appeler Jean Bacou. enregistré sous plusieurs prénoms, il fait une permutation des prénoms, je ne sais pas ce qu'il en est. Et mention de la décision est portée en marge de l'état civil. Et on peut faire appel. Et on peut faire appel. appel. Je suis par la Et aller en cassation même. Il est mal. Donc voilà, cette on l'appellera toi. Allez, mais comme ça. Dernière question pour cette 6e session. Je la retrouve. Maintenant, il a tout perdu. Oui, non, mais je deviens vraiment potentiellement centriste. C'est malin. Ce qui, de ma part, est quand même assez surprenant. Mais ça va après. Voilà. Question suivante, qui est une question posée par le fameux monsieur 5 de 7. 5 et de 7. Il est 5 et de 7. Un avocat peut-il stocker des images pédopornographiques sur Google Drive? Eh ben, ça, il pourrait, mais Un qui a réagi Il y en là. a un qui a suivi. ouais, il y en a un. Oui, mais et ben là, il a dit que le gars avait raison de supprimer les dossiers de l'avocat et de bannir son compte. Mais pourquoi est-ce qu'un avocat avait des images en tête de la défendante? D'un dossier. Ah, mais c'est des. Oui, c'était un image d'un dossier. d'un dossier. Il y avait un client qui était poursuivi pour ça et il stocke l'animal sur Google, ce qui est une erreur déontologique absolue, puisque sachant que si on stocke sur Google, on donne des droits à Tu es en train de Google. partir sur, c'était la question subsidiaire, parce que la dernière est toujours une question avec un subsidiaire. Est-ce qu'un avocat peut stocker sur Google Drive Non, si, il faut qu'on ces dossiers? Bah non. Pourquoi? Parce qu'on fait un contrat avec Google où il cède les données personnelles qui transitent soit par une messagerie, soit sur un cloud. Les contrats sont, les avocats sont libres de conclure les contrats. C'est pas sécurisé. Oui, non, mais c'est à cause de ça. C'est non seulement pas sécurisé, mais c'est parce que dans le contrat qu'on passe avec Google, on cède les données qu'on met sur le Drive. Mais qu'est-ce qui peut surtout se passer pour les données de l'avocat? Qui sont des données sensibles en plus. Sur Google Drive. C'est clair qu'il faut regarder les images pédo. Et qui pourrait regarder notamment Google? Qui a amené votre Conseil national des barreaux et le barreau de Paris à prendre une disposition récemment? Tout ceci a fait l'objet d'un communiqué de presse du 20 février 2025 du barreau de Paris. C'est écrit sur son papier. On n'est pas avocat, on ne sait pas, nous. Ouais, non, puis il y a des beaux avocats de province. On est encore au papier. Hein. Non, c'est pas un problème de secret professionnel. Ah, pourtant, si, t'as raison. Ça a à voir avec le secret professionnel. Maintenant qu'on s'aperçoit. Et donc, si je reviens à ma première question, la première question, effectivement, la Cour d'appel de Paris, le 24 janvier dernier, a été amenée à statuer sur le fait que Google avait supprimé purement et simplement l'accès au Google Drive d'un avocat pénaliste qui avait téléchargé le dossier. Et dans le dossier, il y avait des photos pédopornographiques. Google a une bonne mort. Où il était reproché à Google d'avoir clôturé le compte sans préavis. Sans préavis. Et la Cour, évidemment, a fait droit non, mais, à la demande du... Mais ça a supprimé la messagerie, le cloud, tout. Hein. Tout. Ça veut dire que l'avocat ne pouvait plus travailler, en gros. C'est pour ça qu'il râlait tant. Et dans la ligne de ces éléments, 20 février 2025, prise de position officielle du barreau de Paris, qui, alors je ne sais pas si c'est une décision... quoi, du CNB, quoi. Une opinion. Ouais. Une opinion simplement qu'a rappelé le barreau de Paris. Barreau de Paris ou CNB? Non, c'est le barreau de Paris. Je croyais que c'était le CNB, c'est le barreau de Paris. Ça n'a pas la même portée juridique. Interdiction d'utiliser des adresses Gmail, des adresses Yahoo, des... Non c'est ça, hein. Il faut des messageries sécurisées et des clouds sécurisés. Le barreau de Paris rappelle que le problème, c'est que lorsqu'on dépose sur un cloud de type Gmail, voilà, et qui est notamment un cloud hébergé aux États-Unis,
Ceci permet un accès sans restriction aux juges américains. Ah, Et c'est cette situation-là. Il y a plusieurs cabinets parisiens. ah oui, les Américains prennent tout. Des saisies ordonnées par le juge américain sur leur cloud de dossiers qui étaient pourtant des dossiers français. Le barreau de Paris a recommandé l'utilisation, et on plaide pour soi, qui s'appelle du cloud avocat du barreau de Paris. Certainement un cloud très sécurisé et très franco-français. Qui a une protection des données sensibles contre le piratage et les risques liés aux lois extraterritoriales, ce qui pourra être l'objet de prochaines questions dans une prochaine édition. Merci à tous et à la prochaine fois. C'était Les Grosses Bêtes de la Faculté de droit, une production de la Faculté de droit virtuel. Réalisation, pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique de l'Université Lyon 3, musique Roxane, avec le concours de l'École des avocats Rhône-Alpes.